L'Allemagne nazie a conçu certains des véhicules de combat les plus redoutables et les plus sophistiqués du conflit. Jagdpanther, un chasseur de chars doté de la puissance d'un Tiger II et de la mobilité d'un Panther, était craint pour sa précision et son blindage. Stug 3, bien qu'initialement conçu comme un canon d'assaut, est devenu l'un des véhicules blindés les plus produits et les plus efficaces de toute la guerre. Chasse au Tigre, le chasseur de chars le plus lourd jamais déployé, il pouvait détruire n'importe quel ennemi à des kilomètres de distance, bien que sa taille le rende difficile à manœuvrer. De plus, il y avait d'autres véhicules tout aussi impressionnants. Train blindé aveuglé, il était équipé d'artillerie lourde et de canons anti-aériens, étant un monstre d'acier sur rail SDKFZ. 234 Puma, agile et rapide, était idéal pour la reconnaissance en profondeur. Et le Horten O-229, une aile volante à réaction, a anticipé les technologies furtives des décennies plus tôt. Ces appareils illustrent l'étendue de l'ingénierie allemande au service de la guerre totale. Assaut de Kaufsitz 251, le virtuose blindé qui a donné à la Wehrmacht un avantage stratégique. Dans la vision nazie de la guerre parfaite, la mobilité était essentielle. La Blitzkrieg, la guerre éclair, n'était pas seulement un concept tactique. C'était une symphonie mécanique où véhicules blindés, infanterie et avions se déplaçaient comme une seule unité, balayant tout sur leur passage. Mais cette harmonie exigeait un instrument capable de transporter les soldats à la même vitesse que les chars, avec une protection contre les tirs ennemis et la capacité d'avancer là où les véhicules conventionnels échouaient. Ainsi, le SD-KFZ 251, officiellement appelé Sonderkraftfahrzeug 251, était le véhicule semi-chenillé le plus emblématique de la Wehrmacht. Une créature hybride, mi-camion, mi-char, conçue pour acheminer les troupes au front rapidement et en toute sécurité. Ce n'était pas une arme mortelle en soi, mais son rôle de soutien était essentiel. Partout où un 251 apparaissait, l'infanterie motorisée allemande était à proximité, et avec elle, au cœur de l'avancée éclair. Conçu par la société Anomag et mis en production en 1939, le SDKFZ 251 combinait deux technologies clés, des roues avant pour la direction et des chenilles arrière pour la traction. Cette configuration lui conférait une maniabilité exceptionnelle sur terrain accidenté, sans compromettre la vitesse ni la capacité de charge utile. Son châssis bas et anguleux, recouvert de plaques d'acier blindé, pouvait résister aux impacts d'obus et aux tirs légers. Il n'était pas invulnérable, mais suffisamment robuste pour survivre au chaos des lignes de front. Le véhicule pouvait transporter 10 soldats, plus le pilote et le copilote, et pouvait être équipé d'une mitrailleuse MG-34 ou MG-42 montée à l'avant. Certaines versions en ajoutaient une autre à l'arrière, ou la remplaçaient par de l'armement spécialisé. Car le 251 n'était pas un véhicule unique, mais une plateforme modulaire adaptable à des dizaines de rôles. Transport de troupes, véhicules de commandement, lance-flammes, porte-mortiers, canons anti-aériens, ambulances blindées et même lance-roquettes. Il existait plus de 20 variantes officielles et des centaines d'adaptations sur le terrain. Lors de l'invasion de la Pologne et de la France, le SDKFZ 251 devint le symbole d'une avancée coordonnée. Les divisions Panzer, renforcées par ces véhicules, percèrent les lignes ennemies à une vitesse vertigineuse, suivies par l'infanterie qui n'avait pas besoin de marcher à pied ni d'être exposée. Les 251 permettaient aux soldats de combattre en toute sécurité ou de débarquer directement sous le feu ennemi sans être anéantis. Sur le front de l'Est, ce véhicule fit ses preuves dans des conditions extrêmes. Boue, neige, terrain sans piste, rien ne l'arrêta. 251. Ses chenilles lui assuraient une bonne adhérence là où les camions pouvaient s'enliser et son profil bas l'empêchait d'être facilement détecté ou détruit. C'était, à certains égards, un véhicule modeste, mais d'une efficacité redoutable. Cependant, son efficacité avait un prix. Chaque unité nécessitait du temps, de l'acier, du carburant et une main-d'œuvre qualifiée. Alors que la guerre s'éternisait et que l'économie allemande s'effondrait, sa production ne pouvait plus répondre aux besoins du front. De nombreux soldats étaient encore transportés dans des camions ouverts, voire à pied, sans la protection et la polyvalence du 251.
On estime que plus de 15 000 exemplaires furent construits, mais jamais suffisamment pour équiper toutes les divisions de panzergrenadiers comme prévu. Une autre faiblesse résidait dans son blindage limité, seulement 14,5 mm en version frontale. Cela le rendait vulnérable aux armes anti-chars, à l'artillerie et aux attaques aériennes. À mesure que les Alliés gagnaient la supériorité aérienne, les 251 passèrent du statut d'élément mobile à celui de cible potentielle. De plus, leur complexité mécanique nécessitait un entretien constant, difficile dans les conditions difficiles du front de l'Est ou lors de la retraite désordonnée. Malgré tout, le SDKFZ 251 laissa une empreinte profonde. Précurseur du véhicule blindé de transport de troupes modernes, il offrait la première véritable combinaison de mobilité, de protection et de capacité offensive légère. Sa conception inspira directement des véhicules ultérieurs comme le semi-chenillé américain M3 et jeta les bases de la doctrine mécanisée d'après-guerre. Mais son image était inévitablement liée à la Blitzkrieg nazie, l'apparition du SDKFZ 251 annonça le début de l'avancée allemande. Des colonnes entières de ces véhicules sillonnant villages, champs et ruines devinrent un spectacle familier sur le continent dévasté. C'était la guerre moderne sur roues, faite d'acier et de vitesse. Ce n'était pas un titan comme le Tigre. Il ne volait pas comme le Me-2-Si-2. Il ne déclenchait pas l'apocalypse comme le V2. Mais le SDKFZ 251 était sans aucun doute le cœur logistique de la guerre mobile allemande. Et à ce titre, il était omniprésent. À chaque invasion, à chaque retraite, à chaque tentative désespérée de tenir le front, jusqu'à ce que les roues s'arrêtent et que le Reich soit en ruine. Tank Hunter, Jagdtiger, le colosse d'acier qui n'est pas arrivé à temps pour sauver le Führer au crépuscule du Troisième Reich, alors que la défaite était inévitable mais que la mégalomanie ne connaissait pas de limite, l'Allemagne conçut une arme si massive qu'elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar blindé. Un mastodonte d'acier conçu non pas pour fuir, mais pour écraser. Une bête qui ne fuyait ni ne reculait, mais attendait silencieusement et détruisait d'un seul coup. C'était le Jagdtiger, le chasseur de chars le plus lourd jamais déployé au combat. Son nom complet était Panzerjäger Tiger Ausf. B, mais il était plus connu sous le nom de Jagdtiger, le tigre chasseur. Et ce n'était pas une exagération. Ce colosse blindé, basé sur le châssis du Tigre II, pesait plus de 75 tonnes et était équipé d'un canon ressemblant à une pièce d'artillerie de siège. Le PAC 44 de 128 mm, dérivé d'un canon anti-aérien mais adapté pour traquer les chars à des kilomètres. Sa seule présence sur le champ de bataille suffisait à inspirer la terreur. Le Jagdtiger pouvait détruire n'importe quel véhicule allié avant même qu'il n'ait eu le temps de riposter. Son canon pouvait pénétrer jusqu'à 250 mm de blindage. 2000 mètres. Même les lourds Churchill, les IS-2 ou le redoutable Sherman Firefly n'étaient pas à la hauteur. Le Jagdtiger était, en théorie, le prédateur suprême du champ de bataille. Mais cette créature avait un prix. Son poids le rendait lent, maladroit et sujet aux pannes mécaniques. Son moteur Maybach, conçu pour des chars plus légers, ne pouvait tout simplement pas supporter une telle masse. Sa vitesse de pointe dépassait à peine 34 km/h dans des conditions idéales, mais elle atteignait rarement ce niveau. Sur terrain accidenté ou en hiver, nombre d'entre eux tombaient en panne ou s'enlisaient avant même d'avoir participé au combat. La mécanique interne, surchargée, souffrait constamment. La transmission cassait facilement, le système de suspension peinait à supporter le poids et la consommation de carburant était si élevée que le véhicule était littéralement insoutenable pour l'économie de guerre allemande de 1945. Seuls environ 70 exemplaires furent produits, dont beaucoup ne participèrent jamais au combat. Sur le plan technique, le Jagdtiger constituait une prouesse d'ingénierie audacieuse. Son blindage frontal atteignait 250 mm d'épaisseur, le rendant quasiment impénétrable par l'armement ennemi standard. Même les canons de 76 mm ou les obus HIT peinaient à l'endommager frontalement. En défense statique ou en embuscade, il était invincible. Mais hors de cette situation idéale, il devenait son propre ennemi. La conception ne comportait pas de tourelle. Le canon était monté dans une casemate fixe, ce qui obligeait le véhicule à pivoter tout le châssis pour viser latéralement.
Cette conception simplifiait la fabrication et offrait de l'espace interne, mais compromettait sa réactivité en combat rapproché. Durant les derniers mois de la guerre, des unités comme la Schwere Panzerjägerabteilung 512 utilisèrent des Jagdtiger sur le front occidental, notamment lors de la défense du Rhin et de la bataille de Remagen. Lors de certains engagements isolés, un seul Jagdtiger détruisit des colonnes entières de blindés alliés. Mais ces chars redoutables tombèrent rapidement en panne de carburant, furent mis hors service ou détruits par des frappes aériennes. Leur impact fut plus psychologique et de propagande que réel. Néanmoins, les Alliés furent impressionnés. Jamais auparavant une force blindée n'avait affronté une arme aussi massive. Même les commandants soviétiques, habitués aux tigres et aux panthères, reconnaissaient que le Jagdtiger était un symbole de la puissance industrielle allemande et aussi de son arrogance. Car, au fond, le Jagdtiger représentait tout ce qui clochait dans la machine de guerre nazie en 1945. Trop cher, trop complexe, trop tard. Une bête gigantesque à une époque où la guerre ne se gagnait plus avec des monstres, mais avec le nombre, la logistique et l'air. Mais personne ne l'oublia en le voyant de près. Sa silhouette imposante, son canon énorme, le grondement fracassant de son tir laissèrent une trace indélébile. C'était un chef-d'œuvre condamné dès le départ, un dinosaure mécanique né à l'ère des missiles et du rationnement du carburant. Après la capitulation allemande, plusieurs Jagdtiger furent capturés par les Alliés. Certains furent envoyés pour des essais balistiques, d'autres finirent dans des musées. Aucun ne combattit plus. Ainsi prit fin son bref règne, le chasseur le plus meurtrier qui ne chassait presque jamais. Le Jagdtiger fut le dernier rugissement de l'empire blindé d'Hitler. Une machine qui, dans un autre contexte, aurait pu faire basculer les batailles. Mais dans le monde réel, ce n'était que le reflet d'un Reich mourant, rêvant encore de colosses impossibles. Panzer IV, le char nazi légendaire devenu synonyme de puissance blindée allemande. Tous les véhicules de guerre ne sont pas faits pour briller. Certains n'impressionnent ni par leur taille, ni par leur puissance de feu. Ils ne détiennent pas de record de blindage et ne figurent pas dans les légendes épiques. Et pourtant, ils sont essentiels. Ce sont ceux qui combattent chaque jour, sur tous les fronts, sans relâche. Tel était le Panzerkampfwagen 4, le Panzer IV. Ce n'était ni le plus grand ni le plus redouté, mais il s'est avéré être le char le plus fiable, le plus polyvalent et le plus résistant du Troisième Reich, devenant ainsi synonyme de la puissance blindée d'Hitler. Conçu au milieu des années 1930 par le concepteur Heinz Guderian, le Panzer IV était initialement destiné à servir de véhicule de soutien à l'infanterie. Le Panzer III était censé combattre d'autres chars, tandis que le Panzer IV, plus lourd et doté d'un canon à courte portée, serait dédié à la destruction des fortifications et positions ennemies. Mais la guerre en avait décidé autrement. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en 1939, le Panzer IV était déjà en service. Ses premières versions, équipées canons courts de 75 mm Kalaka 37L24, il était utile contre les bunkers et les soldats retranchés. Mais face à des chars plus puissants, comme le T-34 soviétique, la Wehrmacht fut modifiée, renforcée et renvoyée au combat à maintes reprises. Ce véhicule de seconde ligne au départ devint l'épine dorsale des divisions Panzer. Tout au long de la guerre, le Panzer IV subit de nombreuses améliorations. Son blindage frontal passa de 30 à 80 mm. Son canon fut remplacé par le Kawaka 40L43, puis par le L48, capable de pénétrer la plupart des blindages ennemis à moyenne portée. Les chenilles furent élargies, des jupes latérales furent ajoutées, de nouveaux viseurs furent installés, la transmission améliorée et un blindage supplémentaire contre les explosifs et les obus perforants fut ajouté. Ces modifications prolongèrent sa durée de vie et le maintinrent compétitif même en 1944, alors qu'il affrontait déjà les puissants Sherman, T-34-85 et Churchill. Contrairement au Panther ou au Tigre, le Panzer IV était plus facile à fabriquer, à réparer et à utiliser. Il n'était pas parfait, mais il était disponible. Et dans la guerre moderne, la disponibilité est synonyme de puissance. Plus de 8500 exemplaires furent construits tout au long du conflit, soit plus que tout autre modèle de char allemand. Il était présent sur tous les fronts, des steppes russes aux sables d'Afrique du Nord, de la Normandie aux Balkans. Partout où une offensive allemande se déroulait, le Panzer IV était en première ligne.
Sa polyvalence en fit également la base d'autres machines meurtrières. Son châssis donna naissance au Stug 4, au Jagdpanzer IV, au Brummbär, et même à des véhicules blindés de transport de troupes et de dépannage. Il était par essence le cheval de bataille de l'armée allemande. Mais cette utilité avait ses limites. À partir de 1943, le Panzer IV commença à montrer ses faiblesses. Sa silhouette haute en faisait une cible facile. Son moteur de 300 chevaux ne pouvait rivaliser avec les modèles plus modernes. Son blindage latéral restait vulnérable aux tirs de flanc et aux charges anti-chars portables. Et, si son canon était respectable, il ne pouvait égaler la puissance de feu du Panther ou de l'IS-2 soviétique. De plus, la production en série exigeait des ressources dont l'Allemagne ne disposait plus. Les bombardements alliés, la pénurie de matières premières et la perte d'usines clés rendaient difficile le maintien d'un flux constant de véhicules. Malgré cela, la production de Panzer IV continua jusqu'en avril 1945. Ils furent, littéralement, les derniers chars à combattre pour le Reich. Après la guerre, certains Panzer IV capturés furent utilisés par des nations comme la Syrie, la Turquie et l'Espagne, perpétuant leur héritage lors des conflits ultérieurs. Sa conception était si solide que, malgré son âge, il pouvait encore relever les défis modernes avec des modifications mineures. Le Panzer IV n'inspirait pas l'admiration comme le Tigre. Il n'était pas craint comme le Jagdpanther. Il ne volait pas et ne tirait pas de roquettes. Mais aucun autre véhicule allemand n'avait combattu aussi durement, aussi longtemps et aussi longtemps. C'était le char du soldat ordinaire, le véhicule blindé qui ne promettait pas la gloire, mais offrait la bataille. Celui qui il était là quand les autres tombèrent en panne, coulèrent ou ne parvinrent jamais. Dans les ruines de Berlin, au milieu des décombres et des flammes, des Panzer IV résistaient encore jusqu'au bout. Non pas comme symbole de puissance, mais comme témoin d'une machine de guerre qui, jusqu'à son dernier souffle, tenta de poursuivre le combat. Le fléau du T-34 soviétique, le Tigre I, l'élite de la Panzerwaffe sur les champs de bataille d'Europe où le rugissement de l'artillerie se mêlait au hurlement des soldats, une silhouette surgit, redoutée par tous ceux qui osaient affronter le Troisième Reich. Elle était imposante, mortelle, presque invincible. Son nom simple mais puissant, Tigre, le Panzerkampfwagen 6 Tiger-Ausf. Plus connu sous le nom de Tigre I, était une œuvre d'ingénierie incarnant la philosophie militaire nazie, supériorité technologique, puissance destructrice et terreur psychologique. Développé par Henschel, le Tigre I entra en combat pour la première fois en septembre 1942 sur le front de l'Est, près de Leningrad, avec pour objectif de détruire les T-34 soviétiques. Sa simple apparition transforma le paradigme de la guerre blindée. Le Tigre I n'était pas un simple char, c'était une forteresse roulante. D'un point de vue technique, le Tigre I était une merveille pour son époque. Il pesait près de 57 tonnes, mesurait 8,45 mètres de long et était propulsé par un moteur Maybach HL 230P45 de 700 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 38 km/h sur route. Son blindage frontal atteignait 100 mm, tandis que son canon principal, le célèbre Colt WK-36L56 de 8,8 cm, était capable de détruire n'importe quel véhicule blindé allié à plus de 2000 mètres. En termes de puissance de feu et de protection, aucun char allié ne pouvait rivaliser. L'impact du Tigre I fut immédiat. Sur le front de l'Est, les T-34 soviétiques, autrefois dominants, furent rendus obsolètes. En Afrique, lors de la campagne de Tunisie, le Tigre I sema la panique parmi les Britanniques. Et en Normandie, sa simple mention suffisait à perturber les plans d'avance alliés. Son image était si emblématique que les rapports alliés exagéraient souvent sa présence, donnant naissance au syndrome du Tigre. Mais sa perfection avait un prix. Le Tigre I était coûteux et complexe. Chaque unité nécessitait un investissement colossal en ressources et en temps. Tandis que l'Allemagne construisait un seul Tigre, les Soviétiques produisaient plusieurs T-34. Sa transmission était fragile, son moteur sujet à la surchauffe et sa maintenance sur le champ de bataille s'avérait un cauchemar logistique. Il consommait énormément de carburant, un problème critique dans un Reich déjà affaibli par les bombardements stratégiques et le manque de ressources. De plus, son poids extrême limitait considérablement sa mobilité.
De nombreux ponts ne pouvaient supporter sa masse, et la boue ou la neige pouvaient le piéger pendant des heures. S'il était quasiment impénétrable de face, ses flancs et son arrière étaient plus vulnérables, et les Alliés apprirent rapidement à le contourner. Malgré tout, le Tigre I devint un symbole de puissance et de terreur. Les équipages qui le pilotaient étaient considérés comme l'élite de la Panzerwaffe. Les commandants alliés, qui virent leurs unités balayées du champ de bataille, détruisant à un moment donné plus de 130 chars, élevèrent le mythe du Tigre à des proportions légendaires. À Villers-Bocage, une seule unité de Tigre tendit une embuscade à une colonne britannique et l'anéantit en quelques minutes. De tels exploits consolidèrent sa renommée. Mais comme toute créature mythologique, le Tigre avait aussi son talon d'Achille, le temps. À mesure que la guerre progressait, la supériorité technique ne suffisait plus. Nombre, logistique et production de masse devaient s'améliorer, car ils étaient la clé de la victoire. Les Alliés, tirant les leçons de leurs erreurs, développèrent de nouvelles tactiques, des armes anti-chars plus efficaces et bombardèrent sans relâche les usines Henschel. La production du Tigre I cessa en août 1944 avec seulement 1347 exemplaires construits. Il fut remplacé par son aîné, le Tigre II encore plus redoutable, également connu sous le nom de Königstiger, le roi tigre. Aujourd'hui, peu de tigres Syntotrum subsistent. L'un des plus célèbres se trouve au musée de Bovington, au Royaume-Uni, restauré et toujours opérationnel. Sa simple présence, même en temps de paix, fait encore froid dans le dos, car le Tigre I n'était pas qu'un simple char. C'était une déclaration d'intention. L'Allemagne se battrait jusqu'au bout avec l'acier, le feu et une précision mortelle. L'évolution de la bête, Tigre II, le roi tigre qui a instillé la peur dans les unités blindées alliées. Cependant, le Tigre allait trouver un successeur plus que digne. Lorsque l'avancée alliée devint inéluctable et que l'armée rouge perça les défenses orientales tel un torrent d'acier, le Troisième Reich réagit avec une machine encore plus colossale, plus redoutée et plus destructrice que son prédécesseur. Son nom était Tigre II, bien que le monde le connaîtrait plus tard sous le nom de Königstiger, le roi tigre ou tigre royal pour les Britanniques. Conçu comme l'aboutissement de la doctrine de supériorité technologique de la Wehrmacht, le Tigre II était le char le plus lourd déployé en opération par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il représentait le summum de la conception blindée allemande. Une bête alliant la puissance de feu dévastatrice du Tigre I à un blindage plus incliné et plus robuste, inspiré du T-34 soviétique. C'était, à tous égards, le roi du champ de bataille. D'un point de vue technique, le Tigre II était une prouesse. Il pesait 69,8 tonnes, mesurait près de 11 mètres tubes déployés et était équipé d'un redoutable canon Katubukeka 43 L71 de 88 mm, une version plus longue et plus puissante de celui du Tigre I. Ce canon pouvait percer le blindage frontal de n'importe quel char allié à plus de 3000 mètres. Son blindage frontal atteignait 150 mm, incliné à 50 degrés, le rendant quasiment impénétrable en combat direct. Cependant, cette magnificence avait un prix, son moteur, le Maybach HL 230 P30 de 700 chevaux. La puissance, équivalente à celle du Tigre I, était insuffisante pour un engin plus lourd. Le Tigre II atteignait à peine 35 km/h sur route et encore moins sur terrain accidenté. Sa consommation de carburant était exorbitante et sa fiabilité mécanique discutable. La boîte de vitesse était défaillante, les chenilles se brisaient, et de nombreux exemplaires furent abandonnés, non pas à cause des tirs ennemis, mais à cause de pannes techniques. Le Tigre II participa au combat pour la première fois en juillet 1944 sur le front de l'Est. Plus tard, il combattit férocement en Normandie, dans les Ardennes et pour la défense de l'Allemagne. Sa seule présence suffisait à stopper l'avancée ennemie. Plusieurs chars Sherman, chasseurs de chars ou bombardements aériens étaient nécessaires pour neutraliser un seul Königstiger. En duel, il était quasiment invulnérable, pourvu qu'il dispose d'un équipage expérimenté et de positions avantageuses. L'une de ses performances les plus emblématiques eut lieu lors de l'opération Wacht am Rhein, également connue sous le nom de bataille des Ardennes. Sur les routes étroites des forêts belges, les colonnes de Tigre II avançaient lentement mais avec une détermination apocalyptique. Leur blindage déviait les projectiles comme des gouttes de pluie.
Mais le terrain, le mauvais temps et la logistique ennemie transformèrent rapidement leur déploiement en une marche pénible. Nombre d'entre eux furent détruits par les airs ou abandonnés faute de carburant. Le Tigre II n'était pas un char d'usure, c'était un chef-d'œuvre pour une Blitzkrieg aujourd'hui disparue. L'Allemagne ne disposait ni des ressources ni de l'infrastructure nécessaire pour entretenir en masse une arme aussi sophistiquée. Seuls 492 exemplaires furent produits. Pendant ce temps, les Alliés fabriquaient des milliers de chars plus légers et plus adaptables, tels que le T-34, le Sherman ou le Churchill, qui pouvaient être remplacés rapidement et efficacement. Pourtant, chaque rencontre avec un Tigre II laissait une impression indélébile. Le Tigre II surpassait tous ses chars et la question était de savoir si les Alliés pourraient produire leurs chars plus vite que les Tiger Kings ne les détruisaient. Dans de nombreux cas, sa simple apparition provoquait le retrait ou le redéploiement de forces entières. Même à la fin de la guerre, dans les ruines du Reich, il demeurait une menace mortelle. Il était le symbole d'un régime prêt à résister jusqu'à la dernière balle, doté d'une technologie de pointe et d'une foi aveugle en une victoire impossible. Le Königstiger n'était pas qu'un char, c'était une déclaration désespérée de puissance absolue. Il représentait l'ultime tentative de l'Allemagne pour affirmer sa suprématie dans une guerre déjà perdue. C'était la dernière carte d'une nation qui, face à l'abîme, avait tout misé sur la technologie et avait perdu. Aujourd'hui, certaines unités sont conservées dans des musées comme ceux de Saumur en France et de Bovington en Angleterre. Même immobiles, elles imposent le respect. Elles s'arrêtent encore un instant pour contempler ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle allie génie et arrogance. Panther, le char agile utilisé par Hitler pour chasser les T-34 de Staline-Kursk, juillet 1943. Dans la vaste steppe russe, au cours de la bataille la plus colossale jamais vue par l'humanité, un nouveau prédateur blindé apparut. Plus rapide que le Tigre, mieux armé que le Panzer IV et conçu pour survivre à l'enfer du front de l'Est. Son nom était Panther. Son objectif était dévastateur. Il s'agissait de reprendre l'initiative perdue face au T-34 soviétique et d'établir une nouvelle norme pour la guerre blindée sous le Troisième Reich. Le Panzerkampfwagen 5 Panther, connu simplement sous le nom de Panther, était une réponse directe à l'étonnement allemand suscité par le T-34. Surpris par sa conception moderne, son blindage incliné et sa mobilité supérieure, les ingénieurs allemands cherchèrent à créer une machine réunissant le meilleur du monde blindé. Puissance de feu, vitesse, protection et fiabilité. Le résultat fut un char qui, de nombreux experts, fut la meilleure conception allemande de toute la guerre. Techniquement, le Panther était un colosse agile. Il pesait 45 tonnes, mesurait près de 9 mètres de long canon déployé et était propulsé par un moteur Maybach HL 230 P30 de 700 chevaux. Cela lui permettait d'atteindre une vitesse de pointe de 46 km/h, 29 miles par heure. Remarquable pour sa taille. Son blindage frontal, incliné à 55 degrés et jusqu'à le char de 80 mm, offrait une protection supérieure à celle de nombreux chars plus lourds. Son arme principale, le redoutable canon de 75 mm 4WK 42 L70, était d'une précision redoutable et capable de détruire des chars ennemis à plus de 2000 mètres. Contrairement au Tigre Pantratraci, qui privilégiait la puissance brute, le Panther privilégiait l'équilibre. Son profil bas, son agilité et son excellent canon en faisaient un chasseur naturel. Dans des conditions idéales, un Panther bien commandé pouvait engager et vaincre n'importe quel adversaire allié ou soviétique. Cependant, ses débuts furent traumatisants. À Kursk, des dizaines de Panthers subirent des pannes mécaniques catastrophiques. L'empressement à le mettre en service avant même la fin de sa phase de test eut un lourd tribut. Sur les 200 Panthers initiaux, près de la moitié furent mis hors service en raison de problèmes techniques. Mais au fil du temps, les ingénieurs réussirent à corriger les défauts les plus sérieux et le Panther commença à révéler tout son potentiel. Sur le champ de bataille, il devint une menace persistante. En Normandie, les forces alliées découvrirent rapidement que les canons Sherman conventionnels ricochaient sur son blindage frontal comme des balles en caoutchouc. Seuls les chasseurs de chars, les bombardements aériens ou les embuscades pouvaient l'arrêter. À l'Est, les Soviétiques apprirent à craindre sa portée mortelle, ce qui les obligea à entreprendre des manœuvres risquées pour le contourner. Mais comme tout modèle sophistiqué en temps de guerre totale,
Le Panther avait aussi ses inconvénients. Son système de suspension était complexe et délicat, et son entretien en terrain découvert exigeait expertise et temps, deux éléments qui se faisaient rares dans la dernière ligne droite de la guerre. L'espace intérieur était limité et sa fiabilité n'atteignait toujours pas celle du robuste T-34. Et si sa mobilité était excellente sur route, la boue, la glace et les débris urbains réduisaient considérablement son avantage. Pourtant, la production du Panther était une priorité. Plus de 6000 exemplaires furent construits entre 1943 et 1945, ce qui en fit l'un des chars les plus nombreux de l'arsenal allemand. Certes, il était coûteux, mais bien plus viable que le Tigre II. L'Allemagne s'en servit comme pilier de ses divisions Panzer jusqu'au dernier jour du conflit. Le Panther n'était pas seulement un char redoutable, c'était aussi une leçon de conception. Après la guerre, ses caractéristiques allaient influencer les chars d'après-guerre, comme le M26 Pershing américain ou le T-44 soviétique. Sa combinaison de puissance, de vitesse et de protection créa un précédent dans l'ingénierie militaire moderne. Au combat, le Panther était à la fois respecté et craint. Sa silhouette élancée et anguleuse resta gravée dans la mémoire de ceux qui l'affrontèrent. Il représentait l'équilibre entre le rugissement du Tigre et la production en série du Panzer IV. Il n'était pas invulnérable, mais mortel. Il n'était pas infaillible, mais il était dominant. Aujourd'hui, peu d'unités opérationnelles survivent, mais son héritage demeure. Le Panther était au cœur de la guerre blindée allemande à ses derniers stades. Un symbole de ce qui aurait pu être une révolution technique si elle n'était pas arrivée trop tard pour le Reich. Stug 3, le véhicule blindé immobile qui défendait le cœur de la stratégie allemande. Tous les géants d'acier qui ont changé le cours de la guerre n'étaient pas équipés de tourelles rotatives et tous les véhicules blindés n'étaient pas conçus pour l'offensive. Certains étaient nés pour résister, pour servir de bouclier à l'infanterie, pour défendre les positions jusqu'au dernier projectile. Parmi eux, l'un se distinguait par sa polyvalence, son efficacité et sa présence quasi omniprésente sur tous les fronts du conflit. Son nom officiel était Sturmgeschütz III, mais tout le monde l'appelait simplement Stug 3. À première vue, le Stug 3 n'avait pas la silhouette imposante d'un char Tigre ni l'équilibre raffiné d'un Panther. Il était dépourvu de tourelles, son profil était bas, son design presque modeste. Mais sous cette simplicité se cachait l'une des machines les plus meurtrières et les plus efficaces de l'arsenal allemand. De fait, le Stug 3 fut le véhicule blindé le plus produit par le Troisième Reich tout au long de la guerre, avec plus de 10 000 unités fabriquées. Conçu à l'origine comme un canon d'assaut, le Stug 3 fut développé pour fournir un soutien direct à l'infanterie, détruisant les fortifications ennemies et renforçant les percées par sa puissance de feu. Il utilisait le châssis du Panzer III, déjà ancien char, ce qui permettait une production moins coûteuse et une logistique simplifiée. Au lieu d'une tourelle, il était équipé d'un canon fixe dans une casemate blindée, ce qui réduisait sa hauteur et en faisait une cible difficile à atteindre. Le modèle le plus réussi, le Stug 3 AOSF. G était équipé d'un canon Stuka 40L48 de 75 mm, du même calibre que le Panzer IV et certains Panthers. Cette arme était efficace aussi bien contre les fortifications que contre les chars ennemis. Son profil bas le rendait idéal pour les embuscades, se dissimulant derrière des ruines, des haies ou des collines et frappant l'ennemi avec une précision dévastatrice. Bien qu'il n'ait pas été conçu à l'origine comme chasseur de chars, le développement du conflit et la rareté des ressources ont poussé le Stug 3 à assumer ce rôle. Et il l'a rempli avec une efficacité inattendue. Sur le front de l'Est, le Stug 3 est devenu le fléau des T-34. En Italie et en Normandie, il a surpris les Sherman depuis des positions statiques et bien camouflées. Sa précision et sa puissance de pénétration en ont fait un adversaire redoutable malgré son apparente simplicité. D'un point de vue technique, le Stug 3 était une merveille d'efficacité. Il pesait 23,9 tonnes, soit un poids considérablement plus léger que les autres véhicules blindés allemands. Il atteignait une vitesse maximale de 40 km/h et son autonomie était suffisante pour des opérations prolongées. Il était propulsé par un moteur Maybach HL 120 TRM de 296 chevaux
et son blindage frontal atteignait 80 mm dans les derniers modèles. Bien qu'il ne possédât pas la flexibilité d'un char traditionnel, sa conception compacte et son faible coût de production en faisaient un véritable multiplicateur de force. Les équipages des Stugé 3 étaient généralement des vétérans expérimentés, affectés à des bataillons indépendants ou à des divisions d'infanterie. Ils étaient spécialisés dans le combat défensif, utilisant des tactiques de camouflage, des tirs à distance et des replis tactiques. L'efficacité de ces unités était telle que de nombreux secteurs du front préféraient les Stugé aux chars conventionnels. Son principal atout résidait cependant dans son adaptabilité stratégique. Dans une Allemagne en proie à l'effondrement logistique et à la pénurie de ressources, le Stug 3 offrait une solution pratique. Il pouvait être produit en série, plus facile à entretenir et déployé là où le besoin s'en faisait le plus sentir. Il était le cheval de bataille de la défense allemande, surtout durant les dernières années du conflit, lorsque les chars lourds se faisaient de plus en plus rares et difficiles à utiliser. Mais il n'avait pas que des qualités. Son canon fixe obligeait le Stugé à pivoter l'ensemble de son châssis pour viser latéralement, ce qui le rendait vulnérable en combat mobile. De plus, sans tourelle, sa visibilité était limitée et sa capacité à réagir à des menaces multiples réduite. En combat urbain ou lors d'attaques ennemies coordonnées, le Stugé pouvait être rapidement débordé. Pourtant, dans l'ensemble, son impact fut considérable. Le Stug 3 fut l'épine dorsale de la résistance allemande sur de nombreux fronts. Sa conception influença les futurs véhicules de combat automoteurs et son efficacité continue d'être étudiée dans les académies militaires, illustrant comment un véhicule apparemment secondaire peut décider d'une bataille. Aujourd'hui, plusieurs exemplaires du Stugé 3 sont conservés dans des musées militaires du monde entier. Sa silhouette basse et son canon fixe suscitent toujours l'admiration. C'était le mur d'acier qui soutenait les défenses du Reich lorsque tout commença à s'effondrer. Il ne rugissait pas comme un tigre, ni ne chassait comme une panthère, mais le Stugé 3 tenait bon, tirait et ne reculait jamais. Messerschmitt, Me-262, le premier avion de chasse à réaction qui a semé la terreur dans le ciel européen. Dans le ciel européen, où le rugissement des moteurs à hélice se mêlait à l'écho constant de la guerre, une nouvelle menace surgit, tel un signe avant-coureur de l'avenir. Elle ne sifflait pas comme les Spitfires, ni ne vrombissait comme les Mustangs. Son hurlement était différent, profond et sinistre, comme celui d'un oiseau de proie prêt à bondir sur sa proie. C'était le vrombissement d'une turbine, mais derrière ce bruit aigu se cachait la mort. Ce prédateur aérien s'appelait le Messerschmitt Me-262, le premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire. Lorsque le Me-262 prit son envol pour la première fois en combat réel, la guerre avait déjà fait pencher la balance en faveur des Alliés. Mais cette apparition fugace et dévastatrice révélait quelque chose d'effrayant. L'Allemagne nazie avait franchi les barrières technologiques de l'époque et avait au moins une décennie d'avance dans le domaine de l'aéronautique. Le Me-262 Schwalbe, hirondelle en allemand, était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Conçu par Willy Messerschmitt et son équipe en 1938, son développement fut entravé par des problèmes techniques, des pénuries de matériaux stratégiques, des sabotages et des décisions politiques décisives, notamment l'ordre donné par Hitler de le convertir en bombardier, retardant ainsi son entrée en service actif comme chasseur pur. Pourtant, lorsqu'il fut finalement déployé en 1944, il changea la donne. Techniquement, le Me-262 était un bijou. Propulsé par deux turboréacteurs Junkers Jumo 004B, il atteignait une vitesse de 870 km/h, 540 miles par heure, lui permettant de distancer n'importe quel chasseur allié frôlant à peine les 700 km/h, 430 miles par heure. Il pouvait grimper plus vite, attaquer en piqué et fuir sans risque d'être touché. Armé de 4 canons Mk-108 de 30 mm, il était capable de détruire un bombardier lourd en quelques coups seulement. Certains modèles emportaient même des missiles RRR-4M, surpassant de plusieurs décennies les chasseurs modernes. Au combat, le Me-262 était un prédateur mortel. Il fondait sur les formations de bombardiers alliés tel un faucon d'acier, ouvrant le feu à courte portée puis disparaissant avant que ses escortes ne puissent réagir. Sa vitesse et sa capacité de pénétration lui permettaient de percer les lignes défensives les plus denses et de revenir indemne à sa base. Pour les pilotes alliés,
Le Me-2C2 n'était pas seulement un ennemi, mais un fantôme, une terreur du ciel, impossible à atteindre et impossible à fuir. Mais le génie technique ne se traduit pas toujours par la victoire. Et le Me-2C2 arriva trop tard. Seulement 1400 exemplaires environ furent construits et moins de 300 avions participèrent activement au combat. Les interruptions constantes de sa production, le manque de carburant, le manque de pilotes entraînés et les attaques alliées contre les usines limitèrent son impact mondial. C'était une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'ennemi, mais il tombait rarement. De plus, ces turbines, bien que révolutionnaires, étaient fragiles. Leur durée de vie dépassait à peine 25 heures de vol et exigeait une manipulation précise. Toute accélération soudaine pouvait provoquer une explosion. Au sol, le Me-2C2 était extrêmement vulnérable. Les pistes. Les avions au décollage étaient une cible constante pour les bombardiers et s'ils parvenaient à décoller, les chasseurs ennemis se cachaient dans les environs, attendant le moment où l'avion décollerait ou atterrirait, son moment le plus vulnérable. Hitler, obsédé par le concept du Blitzbomber, insista pendant des mois pour convertir le Me-2C2 en bombardier d'attaque au sol. Cet ordre retarda considérablement son introduction comme chasseur-intercepteur. Ce n'est que lorsque les hauts gradés de la Luftwaffe réussirent à convaincre le Führer du potentiel de l'avion comme chasseur qu'il fut trop tard. Le ciel était jonché d'escadrilles alliées et l'Allemagne battait en retraite sur tous les fronts. Malgré leurs limites, les unités de Me-2C2, comme le célèbre Jagdverband 44 dirigé par le légendaire Adolf Galland, obtinrent des résultats impressionnants. Dans un ratio idéal, le Me-2C2 pouvait abattre jusqu'à 5 chasseurs ennemis pour un des siens détruit. Ce fut une machine qui marqua la fin d'une époque et le début d'une autre. Aujourd'hui, le Messerschmitt Me-2C2 est considéré comme le père de l'aviation de combat moderne. Sa conception a influencé des générations de chasseurs ultérieurs, tant soviétiques qu'américains. Ce ne fut qu'un feu de paille, une lueur d'avenir au milieu des ruines du Troisième Reich. Il n'a pas pu changer l'issue de la guerre, mais il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'aviation. Focke-Wulf F-890, l'avion qui a vaincu la fière armée de l'air britannique en guerre aérienne, où quelques fractions de secondes séparent la vie de la mort, chaque avantage compte. Vitesse, maniabilité, accélération, puissance de feu et endurance. Et dans le ciel turbulent d'Europe, un avion allemand a prouvé qu'il possédait tout cela. Agile, féroce, robuste et mortel, son nom est devenu synonyme de supériorité tactique et un cauchemar pour les pilotes alliés. Il s'agissait du Focke-Wulf FW-190, surnommé par beaucoup le tueur du ciel. Conçu par l'ingénieur Kurt Tank, le FW-190 a marqué un tournant radical dans la pensée aéronautique allemande. Contrairement à l'élégant Bf-109 qui a dominé le ciel durant les premières années du conflit, le FW-190 a été conçu dès le départ comme une plateforme de combat complète, capable d'intercepter, d'escorter, d'attaquer au sol et de mener des combats survivables. Son moteur en étoile, sa cellule renforcée et son aérodynamisme exceptionnel en faisaient une bête robuste, parfaitement adaptée aux nombreux scénarios de guerre moderne. Le modèle initial, le FW-190A, entra en combat en 1941, surprenant les Alliés sur le front occidental. Son moteur radial, BMW 800, un D214 cylindres de 1700 chevaux, lui permettait d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 650 km/h, rivalisant même avec les meilleurs chasseurs britanniques. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa maniabilité à basse et moyenne altitude, où il surpassait même le légendaire Spitfire MKV. Techniquement, le FW-190 était une œuvre de maître. Ingénierie. Ses ailes courtes et larges lui assuraient une réponse instantanée du gouvernail, tandis que son train d'atterrissage plus large, contrairement au Bf-109, le rendait beaucoup plus stable lors des décollages et des atterrissages. Son fuselage était robuste et son cockpit bien protégé. Il pouvait absorber les impacts, résister à des conditions extrêmes et revenir au point de départ. Mais ce que les ennemis redoutaient le plus était peut-être son arsenal mortel. Les variantes du FW-190 étaient armées d'une combinaison de canons MG-150 et un de 20 mm,
et de canons Mk-108 de 30 mm, capables de détruire chasseurs et bombardiers lourds ennemis d'une seule rafale. C'était comme avoir un petit canon anti-aérien volant à la vitesse de l'éclair. Sur le front de l'Est, le FW-190 devint la réponse de l'Allemagne à la domination aérienne croissante de l'Union soviétique. En Afrique du Nord, il affronta les rudes conditions désertiques grâce à une fiabilité mécanique supérieure. En France et en Allemagne, il défendit villes et colonnes blindées contre les bombardements alliés incessants. Sa version chasseur-bombardier, le FW-190F, pouvait emporter bombes, roquettes et réservoirs de carburant externes, devenant ainsi un avion d'attaque au sol dévastateur. La Luftwaffe l'utilisa dans de multiples rôles, d'intercepteur à chasseur-bombardier, en passant par avion de reconnaissance et même pour des missions de combat nocturnes. Sa polyvalence était telle qu'il remplaça progressivement plusieurs modèles plus anciens, s'imposant comme le chasseur tout en un de l'arsenal aérien allemand. Pourtant, comme tant d'autres symboles de la puissance nazie, le FW-190 fut victime de son époque. Bien que produit à plus de 20 000 exemplaires, son impact fut éclipsé par le nombre croissant de chasseurs alliés. Alors que les escadrons américains et britanniques déployaient des chasseurs plus avancés tels que le P-50 et un Mustang, avec une plus grande portée et une plus grande vitesse en altitude, la supériorité du FW-190 commença à s'éroder. De plus, ses performances à haute altitude étaient médiocres dans les premières versions, le rendant vulnérable lors des escortes de bombardiers à plus de 7000 mètres. Pour remédier à ce problème, des variantes telles que le FW-190D9, connu sous le nom de Dora, furent développées, équipées d'un moteur en ligne Junkers Jumo 213. Cette version améliora ses performances en altitude et certains la considèrent comme la meilleure version de l'avion. Mais même à l'apparition du Dora, il était déjà trop tard. À ce moment-là, la Luftwaffe était en retrait, ses pilotes expérimentés se raréfiaient, et le ciel était saturé d'avions ennemis. Pourtant, des pilotes de FW-190, tels que Walter Nowotny et Joseph Priller, écrivirent leur légende dans le ciel, abattant des dizaines, voire des centaines d'avions ennemis. Entre leurs mains, le FW-190 était une extension mortelle de la volonté et de l'acier. Aujourd'hui, le FW-190 est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Il était craint, respecté et admiré. Sa conception a influencé les générations futures d'avions de chasse. Son rugissement métallique et sa silhouette puissante évoquent encore une époque où la domination aérienne se jouait par le courage, l'habileté et la machine adéquate. Et peu d'avions étaient aussi parfaits pour tuer que le FW-190. Messerschmitt Bf 109, l'avion légendaire allemand qui leur a donné l'avantage pendant la première moitié de la guerre. Avant que le ciel ne s'emplisse du rugissement des avions à réaction, avant que le monde ne connaisse l'ombre fulgurante du Me-262 ou la brutalité du FW-190, existait un chasseur, une silhouette anguleuse et mortelle qui écrivit sa légende dans le feu, la fumée et l'acier. Son nom était redouté, ses lignes étaient reconnaissables entre toutes et son héritage immortel. C'était le Messerschmitt Bf 109, le chasseur qui défia le temps. Conçu en 1934 par Willy Messerschmitt, le Bf 109 était une révolution en soi. À une époque dominée par les biplans en toile et les structures en bois, le 109 optait pour un fuselage entièrement métallique, un cockpit fermé et un train d'atterrissage rétractable. C'était l'avenir, condensé dans un projectile en aluminium. Cela le rendait extrêmement rapide, facilement manœuvrable et surtout terriblement mortel. Son nom vient de l'usine qui l'a vu naître, Bayerische Flugzeugwerk, d'où le préfixe BF. Mais il transcenda bientôt ses origines industrielles et devint un symbole vivant de la Luftwaffe. Il fut le principal chasseur allemand du début de la guerre jusqu'à ses derniers soubresauts. Et ce n'est pas tout. Le Bf 109 fut l'avion de chasse le plus produit de l'histoire, avec plus de 33 000 exemplaires construits. Techniquement, le Bf 109 a évolué en des dizaines de variantes. Sa conception modulaire le permettait, du modèle E pour Émile, qui a dominé le ciel pendant la Blitzkrieg, au modèle G et K, plus perfectionné, capable de voler à plus de 680 km/h, équipé de canons de 30 mm et défiant les chasseurs ennemis les plus modernes.
Propulsé par des moteurs tels que le Daimler-Benz DB601 puis le DB605, le Bf-109 était capable d'accélérations rapides, de montées en altitude extrême et de manœuvres serrées que peu de pilotes pouvaient égaler. Son cockpit, bien qu'exigu et quelque peu inconfortable, offrait une excellente visibilité vers l'avant. De plus, sa conception à aile basse et son train d'atterrissage étroit le rendaient agile en vol, bien que dangereux au décollage et à l'atterrissage. Pendant la bataille d'Angleterre, le Bf-109 fit face à son premier défi majeur. Face aux Spitfire et aux Hurricane britanniques, il se révéla un adversaire redoutable. Bien que sa portée fût limitée, avec seulement 20 minutes de temps de combat effectif au-dessus de la Manche, entre des mains expertes, c'était une arme dévastatrice. Des pilotes comme Werner Mulders et Adolphe Galland y ont écrit leur légende, combattant dans des duels qui ont défini la suprématie aérienne du XXe siècle. Sur le front de l'Est, le Bf-109 devint le porte-étendard de la guerre aérienne. Dans ces vastes étendues de ciel, il participa à des engagements massifs, à des poursuites interminables, à des missions d'escorte et d'attaque au sol. C'est au cours de ces batailles que naquirent les as les plus redoutés de l'histoire de l'aviation, Erich Hartmann avec 352 victoires confirmées et Gerhard Barkhorn avec 301. Tous deux l'ont fait à bord d'un Bf-109. Jamais dans l'histoire de l'aviation de tels chiffres ne se reproduiront. Les avantages du Bf-109 étaient évidents: vitesse, puissance de feu, facilité de production et adaptabilité à de multiples missions. Il pouvait opérer comme intercepteur, chasseur-bombardier, avion de reconnaissance, voire chasseur de nuit, Sa fiabilité mécanique le rendait idéal pour le maintenir en service même dans des conditions extrêmes. Mais tout n'était pas parfait. Le train d'atterrissage étroit causait de nombreux accidents au sol et la visibilité arrière depuis le cockpit était médiocre. Son rayon d'action restait limité et vers la fin de la guerre, il commençait à être surpassé par des chasseurs alliés comme le P-50 et un Mustang qui offraient des performances comparables pour un rayon d'action 2 fois supérieur. Le Bf-109 pouvait rivaliser avec le P-51, mais il ne dominait plus les airs, si bien que l'équilibre commença à s'équilibrer. Et pourtant, même dans les derniers jours du Reich, alors que Berlin était en ruine et que la Luftwaffe se désintégrait, le Bf-109 continua de combattre. Les derniers vols d'escorte, les attaques désespérées contre les formations de bombardiers, les derniers duels dans un ciel maussade. Tous ces événements témoignaient de la présence de cet avion qui refusait de mourir. Après la guerre, son héritage ne s'est pas estompé. Le Bf-109 a été utilisé par des pays comme l'Espagne, la Suisse, la Finlande et Israël. D'ailleurs, lors de la guerre d'indépendance de 1948, les premiers chasseurs de l'État d'Israël naissant étaient des versions du Bf-109 assemblées en Tchécoslovaquie. Son histoire ne s'est pas terminée avec le Troisième Reich, mais s'est projetée au-delà, telle l'ombre ailée d'une époque troublée. Aujourd'hui encore, les passionnés considèrent le Bf-109 plus qu'un simple avion. C'est une icône. Un symbole de puissance, de tragédie et d'évolution. C'est l'appareil qui a accompagné l'Allemagne de l'arrogance de la Blitzkrieg à son déclin total. Témoin ailé de la destruction, de la gloire et de la chute. Il fut le premier soldat du Troisième Reich à voler dans les airs et l'un des derniers à disparaître. V1, la bombe de vengeance qu'Hitler utilisait pour punir ses ennemis. Dans l'histoire de la guerre, peu d'armes ont suscité autant de peur psychologique que la destruction matérielle. En 1944, le ciel d'Angleterre se mit à rugir d'un son distinct. Ce n'était pas le vrombissement des hélices ni le gémissement des moteurs de chasseurs et de bombardiers, mais un bourdonnement métallique répétitif qui semblait annoncer l'arrivée de l'enfer. Un bourdonnement qui, lorsqu'il s'arrêtait, signifiait mort et dévastation. Le V1 était né, la première bombe volante, le premier missile de croisière de l'histoire, une arme conçue pour la vengeance. Son nom officiel était Fi 103, mais la propagande nazie la surnomma Vergeltungswaffe I, ou arme de la vengeance 1. Elle était conçue non pas comme un outil de victoire stratégique, mais comme une punition. Une représaille brutale aux bombardements alliés incessants des villes allemandes. Si Londres brûlait, Berlin saignait aussi. Et Hitler voulait une réponse aussi symbolique que terrifiante. Conçu par l'ingénieur Robert Lusser, le 5-1 était, par essence, un avion sans pilote. Un missile ailé lancé depuis des rampes en Europe occupée. Sa construction était simple, presque industrielle.
un boîtier métallique, des ailes rectangulaires, un système de guidage gyroscopique et un moteur Argus à 0,14 pulse-jet émettaient ce bourdonnement glacial. Il volait à 640 km par heure, à une altitude comprise entre 900 et 1200 mètres, et avait une portée allant jusqu'à 250 km. Chaque V1 emportait une charge explosive de 850 kg d'amatol, suffisante pour détruire un pâté de maison entier. Et ce, sans avertissement. Les premiers furent lancés en juin 1944, quelques jours après le débarquement de Normandie. Immédiatement, le sud de l'Angleterre devint la cible d'un nouveau type de guerre, une guerre sans pilote, sans morale et par conséquent sans âme. Londres, déjà meurtrie par le Blitz de 1940, redevint une ville d'abri anti-aérien. Les sirènes hurlaient jour et nuit, et la peur de ce bruit caractéristique, ce vrombissement mécanique annonçant de monstrueuses explosions, se répandit parmi la population. Plus de 9500 V1 furent lancés contre l'Angleterre. Environ 2400 atteignirent leur cible, tuant plus de 6000 personnes et en blessant des dizaines de milliers. D'un point de vue technique, le V1 était une prouesse impressionnante. Il était peu coûteux, facile à produire en série et pouvait être lancé depuis des plateformes mobiles, voire des avions, comme les bombardiers Heinkel Hussar-11. Malgré sa faible précision, faute de système de guidage et de vol en ligne droite, à vitesse constante et avec une cible prévisible grâce à des calculs rudimentaires, son impact psychologique était disproportionné. Les nazis se souciaient peu d'atteindre leur cible désignée. Ils n'avaient pas besoin d'être précis. Il leur suffisait d'arriver et de semer la panique. Le défi pour les Alliés était immédiat. Comment arrêter une bombe qui vole seule à grande vitesse et apparaît sans prévenir? La réponse résidait dans une combinaison de stratégies. Artillerie anti-aérienne, ballons captifs, chasseurs intercepteurs comme le Spitfire et le Tempest, et même le développement de systèmes radars plus sophistiqués. Certains pilotes britanniques risquaient leur vie en s'approchant des V1 et en les poussant littéralement du bout des ailes pour les faire dévier de leur trajectoire. C'était une danse mortelle dans le ciel. Mais l'histoire du V1 ne s'arrête pas à son utilisation offensive. Il a également inspiré une révolution technologique. Il fut le prédécesseur direct des missiles de croisière modernes, qui allaient être perfectionnés avec le redoutable missile V2 dont nous parlerons plus loin. Après avoir capturé quelques unités intactes, les Alliés étudièrent sa conception et la reproduisirent dans leur propre programme d'armement après la guerre. La guerre froide hérita de son esprit et l'ère des armes sans pilote commença avec ce missile allemand. Cependant, le 5-1 mit également en évidence les limites de la stratégie du Troisième Reich. Bien qu'il ait semé le chaos et la terreur, il ne put changer le cours de la guerre. C'était une arme du désespoir, une riposte tardive, une tentative de bouleverser l'équilibre alors que tout était déjà précaire. À mesure que les Alliés avançaient et que les rampes de lancement étaient détruites, son efficacité déclina considérablement. En mars 1945, la menace avait presque totalement disparu, et pourtant, son écho persiste. Dans la mémoire collective, le V1 représente la naissance de la guerre automatique. C'était une machine sans conscience, lancée contre des civils, sans distinction ni avertissement. C'était le prolongement d'une haine aveugle, le désir de vengeance d'un régime qui avait déjà perdu la raison. Pour ceux qui ont vécu cette époque, le V1 n'était pas une arme parmi d'autres. C'était un spectre mécanique, une menace sans visage. Et aussi un sombre présage de ce qui allait suivre, car ce prédécesseur des drones a changé la guerre à jamais jusqu'à aujourd'hui. Le dangereux missile balistique d'Hitler, la bombe B de Revenge qui aurait pu changer le cours de la guerre, tandis que le Saint-1 filait dans le ciel londonien, annonçant son arrivée par un rugissement inimitable, une nouvelle menace couvait dans les profondeurs du Troisième Reich. Elle frapperait sans bruit, sans aile, sans assistance humaine. Elle viendrait d'en haut, du néant, du futur. Et après l'impact, il serait trop tard. C'était le 5-2, le premier missile balistique de l'histoire. L'aboutissement du rêve de Werner von Braun et le cauchemar de l'humanité. Cette bombe à longue portée fut développée par une équipe d'ingénieurs allemands sous la direction du brillant, ambitieux et contradictoire Werner von Braun. La Vergeltungswaffe 2, ou arme de revanche 2, était le projet d'armement le plus avancé du Troisième Reich. Son nom technique était Agregat 4, mais personne ne s'en souvient sous cette appellation.
Le V2 n'était pas une simple bombe, c'était le premier engin artificiel à quitter l'atmosphère terrestre et à y réintégrer pour provoquer une destruction massive. C'était une technologie de science-fiction en pleine Seconde Guerre mondiale. Le missile mesurait 14 mètres de long, pesait plus de 12 tonnes et emportait une ogive à Mattol de 1000 kg. Son moteur à combustible liquide à base d'éthanol et d'oxygène liquide le propulsait à des vitesses dépassant les 5700 km/h, atteignant des altitudes allant jusqu'à 90 km avant de plonger vers sa cible à une vitesse supersonique. Et le plus terrifiant était qu'il était impossible de l'arrêter. Aucun chasseur ne pouvait l'atteindre. Les radars étaient incapables de le détecter à temps. Aucune batterie anti-aérienne n'était efficace. Lorsque les citoyens entendirent l'explosion, ce fut le premier et le dernier signe du lancement d'un V2. Il n'y eut aucun avertissement, seulement la destruction. Le premier lancement opérationnel eut lieu le 8 septembre 1944, au-dessus de Londres. En quelques secondes, un cratère s'ouvrit dans le sol, des corps furent déchiquetés, des bâtiments réduits en ruines. Ce n'était que le début. Au cours des mois suivants, plus de 3000 missiles V2 ont été tirés, principalement sur l'Angleterre, la Belgique et la France, causant plus de 9000 morts parmi les civils. Techniquement, le V2 était une prouesse. Il était équipé d'un système de guidage inertiel ajustant sa trajectoire grâce à des gyroscopes et des servomécanismes. Son pilotage était assuré par des ailerons de tuyère et des surfaces aérodynamiques mobiles. Son lancement nécessitait des plateformes mobiles complexes, une logistique précise et un réseau de production décentralisé. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, le V2 fonctionnait. Et chaque tir témoignait de la puissance destructrice dont le Reich était encore capable. Mais la création du V2 a une histoire encore plus sombre, le coût humain de sa fabrication. Plutôt que d'utiliser des usines conventionnelles, les nazis ont choisi de dissimuler sa production dans des tunnels souterrains pour éviter les bombardements alliés. C'est ainsi qu'est né le Mittelwerk, une usine près de Nordhausen, exploitée par la main-d'œuvre esclave du camp de concentration de Dora Mittelbau. Plus de 20 000 prisonniers sont morts en construisant les missiles, de faim, de maladie, d'épuisement ou d'exécution. Ironiquement, plus de personnes ont péri en fabriquant le V2 que lors de son impact au combat. D'un point de vue stratégique, le V2 n'a pas changé le cours de la guerre. Sa précision était limitée, car il pouvait dévier de plusieurs kilomètres de sa cible, et son coût de production était astronomique. Chaque missile représentait un investissement massif en ressources et en temps, faisant même appel à la main-d'œuvre forcée.